ça, je pense qu'Amani pourra donner son point de vue. Alors, il y a eu Mademba As. Mademba, ça c'est l'œil du journaliste Rokhaya Fall, après va intervenir. Mademba As. Voilà, vous m'entendez, Bouba? On t'entend très bien, Mademba. Très bien. Alors, moi, que je suis le moins qualifié pour parler d'archéologie dans cette salle, je suis venu d'abord par curiosité, par, je l'avoue quand même, une sorte d'affection pour mon cousin le plus tard que beaucoup m'a cité d'ailleurs au départ. Parce que je me souviens, quand j'étais enfant et que lui venait de France, à l'époque où être étudiant était quelque chose d'immense dans les familles, quand il venait passer à Saint-Louis, chez ma mère, après pour aller faire ses fouilles, etc., il parlait déjà de l'importance des fouilles qu'il faisait. Bon, à l'époque, nous, on ne savait pas que ça s'appelait archéologie. Ça, c'est un. Mais je suis aussi là pour des raisons idéologiques et je ne savais pas d'ailleurs que c'était aussi intéressant et captivant d'écouter des gens parler de pierre. Et ça m'a assez impressionné. Je pensais faire 5 minutes, je l'ai fait là jusqu'à présent. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des raisons également idéologiques de mon point de vue, de mon côté. La raison idéologique, c'est que je pense que nous ne produisons pas de concepts et qu'en reprenant les concepts qui nous viennent d'ailleurs, comme aujourd'hui, on ne parle que de décolonisation, décoloniale, etc., en reprenant ces concepts, nous remettons le blanc au centre du jeu. Et effectivement, nous effaçons toute cette profondeur historique avant le blanc. Et je pense que ça, c'est un problème. Et c'est un problème pour nous, pour les intellectuels comme vous qui travaillent sur ces questions. Parce que vous acceptez, quand je dis vous, je parle des intellectuels en général, de se mouvoir dans ce qu'on appelle le décolonial. Mais le décolonial, c'est encore le blanc au centre. Et on essaie de se libérer du blanc. Alors que nous avons une profondeur millénaire historique dont personne finalement ne parle à part des archéologues qui essaient de faire parler ce qui ne peut pas parler. Quand je vois tous les moyens mis en œuvre par l'Égypte pour l'archéologie, pour fonder que les Égyptiens étaient blancs, quand je vois tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre par les Européens pour leur propre histoire avant Rome, etc., je me dis que finalement, le fondement de notre indépendance, c'est la connaissance de la période avant que l'étranger vienne nous dominer. Oui. Et d'ailleurs, je suis assez impressionné par ma jeune compatriote qui vient de parler, qui fait doctorat en santé, justement, qui reprend exactement les mêmes thèmes. Le blanc veut nous faire croire que c'est lui qui a réglé les problèmes de l'épidémie en sauvant la race noire, mais elle-même qui est doctorante veut contester cela en oubliant qu'on a une profondeur millénaire qui va de l'Égypte, donc on a déjà réglé ces problèmes d'épidémie depuis très longtemps. Mais nous sommes dans ce paradigme-là et je pense que c'est ça qu'il faut casser. Je ne sais pas comment il faut casser ça, puisque nos plus grands intellectuels, Souleymane Bassir, je parle de Mamadou, je parle de tous ces gens maintenant sur le plan international, en sont encore à parler de décolonisation, de décolonial, donc à mettre le blanc au centre. Et tant que le blanc sera au centre, justement, on ne va pas régler nos problèmes d'indépendance. Et c'est pourquoi je pense que l'archéologie doit être un des moteurs de la science pour remettre sur place l'unité des peuples africains avant qu'il y ait cette influence étrangère. Voilà, merci beaucoup. C'est ma première remarque simplement qui ne vient de cette. Voilà, merci. Merci. C'est rare que les Ndiayen soient pertinents. Mais aujourd'hui, on a écouté les Ndiayen très pertinents. Alors, je pense que c'est sa modestie. Il y a un certain Diakhao qui demande. Alors, voilà, on va donner, parce que la liste continue, on va donner ensuite à Dabofal, ensuite Diakhao, Ndoul, tu prends la liste, on va la donner. Je disais que donc, Mademba est très modeste, parce que dans l'histoire générale du Sénégal, on a projet une commission qui devait travailler sur le
l'histoire de la communication et des médias. Je rappelle ça pour dire que vraiment, d'abord, on va venir beaucoup de commission. Parce que s'il y a aussi quelqu'un qui connaît bien l'histoire des Wolfadiri, des Sud, des médias critiques et indépendants, ben, il en fait partie. Je signale que aussi, sa modestie a fait qu'il n'a pas signalé qu'il est membre du groupe actuellement qui travaille sur le terroir du Gagnolé. Il est très actif dans ce groupe qui travaille aujourd'hui. Et je crois que s'il y a quelqu'un aussi qui connaît bien l'Occident au cœur du système, il a travaillé, je ne dirais pas une décennie, au cœur de la Banque mondiale. Hein? Donc c'est quelqu'un qui connaît tout cela. Et je pense qu'il a sa place dans notre projet. Rokhaya Fall a la parole et ensuite, nous, je ne sais pas si Ali, j'avais promis à Amadi qu'après ces deux interventions, il va réagir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Voilà, merci bien. Moi, j'ai pris la parole d'abord pour m'excuser. Vraiment, je vous présente toutes mes excuses parce que habituellement, je suis ces séances en présentiel. Mais j'ai des contraintes qui ne m'arrêtent pas de venir en présentiel aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis connectée, même si c'est un cours que j'ai pris, la séance. Et tout simplement, quand même aussi, je prends la parole pour remercier beaucoup de cet exposé riche et intéressant et qui pose quand même le problème là où il a terminé dans sa conclusion. Je pense qu'avec des études comme ça, on pose des jalons qui nous permettent progressivement de sortir de cette période coloniale qu'on a rabâchée, dont on parle tout le temps, comme si notre histoire tournait autour de la présence des Blancs depuis le XVIe siècle dans cet espace-là. Je pense qu'en étudiant les cultures matérielles, en étudiant, en nous focalisant sur ce que nos populations ont retenu de leur histoire, nous pouvons progressivement poser les jalons qui vont nous permettre de comprendre comment nos ancêtres, comment les populations qui, avant l'arrivée de ces immigrants à partir du 15e, 16e siècle, ont vécu sur ces espaces-là, sur cet énorme espace qu'est l'Afrique. Et les sites mégalithiques, en fait, elles nous montrent cette unité dont Mamadou Fall n'a pas parlé. L'intervention de Mamadou Fall est très intéressante parce qu'il fait en fait une petite synthèse de ce qu'est toute l'étude à partir de cet ouvrage-là. Ça nous montre qu'il y a une unité. Moi, j'étais fascinée par la pierre lire, et la pierre lire en tant que symbole. Ça montre clairement que les populations qui habitaient dans cet espace qu'on appelle la Sénégambie, et autres, ben, il y avait une unité culturelle manifeste. Donc, nous ne désespérons pas beaucoup. Je pense qu'on sort progressivement de cette camisole de force qu'est l'histoire coloniale et que nous commençons en posant ces jalons-là, en étudiant les cultures matérielles dans cet espace-là, nous entamons la déconstruction nécessaire. Et AGS, quand même, a commencé à le faire. Évidemment, bon, l'histoire coloniale des populations, puisqu'elle est plus récente, les populations sont friandes de cette période-là, de comment leurs ancêtres ont résisté, de comment, à travers la religion, l'islam et autres, tel mon ancêtre a résisté, mon ancêtre est un héros, et ceci, cela, sans pour autant s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Or, on ne peut pas comprendre comment on était au moment de l'arrivée des colonisateurs si on ne sait pas là où on était, si on ne comprend pas comment on vivait avant cette arrivée-là. Donc c'est très important cet ouvrage et je félicite encore une fois beaucoup pour ce travail monstre. Et cela, la question de Khadi aussi est importante. Comment il se fait que dans toutes ces équipes-là, on retrouve encore des
les blancs seulement. C'est-à-dire que nous devons, nos États doivent mettre le maximum sur cette période-là pour financer des études pour cette période-là, pour qu'on puisse quand même comprendre progressivement. Évidemment, les populations interprètent les Awana et autres là, on dit que c'est beaucoup cela, c'est pour le pays, am lu def bañ rus moom ak toute ñi toppoon seet bi yëpp topp yeeg yëpp dañu pétrifié wu. Bon, ça c'est des interprétations, mais on peut continuer cette étude-là, et si on voit que ici, ailleurs, à travers l'Afrique, on a les mêmes cultures matérielles, ben, même si on n'arrive pas à faire parler les pierres-là, on pourra comprendre quand même qu'il y avait une certaine unité culturelle. C'est un complètement partagé. Voilà, merci beaucoup. Et encore une fois, tous les excuses pour ne pas avoir de présence dans cette séance. Merci d'avoir, surtout d'avoir fait la chute sur la question des mythes et leur transmission. Parce que les Sétidotes, ceux qui connaissent la Torah, Injil, Tauret, Al-Quran, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, l'histoire, bon, Baudouin a posé le problème de l'islam, le christianisme, le judaïsme, tout ça c'est entré dans nos cultures. Et il faudrait effectivement ouvrir nos esprits, savoir que l'être humain partage un certain nombre de choses, des mythes ont circulé. Tout le monde connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est dit, surtout que les textes africains sont plus anciens que les textes juifs, que les textes chrétiens, que les textes musulmans. Les textes écrits au Europe sont plus anciens. Et ça, le jour où l'humanité va, on sera plus modeste. Et aussi, on aura plus confiance en nous. Donc, il faut un démon. Ben, merci beaucoup. Bon, je pense que vous avez tout enregistré parce que pour moi, c'est beaucoup plus de contributions que de questionnements. Donc, je prends à mon compte ce qui a été dit et je répondrai à quelques questions ponctuelles. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez partagé par tous les intervenants. C'est cet impératif de sortir de la colonialité. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Bon, je pense que je l'ai dit quelque part aussi dans mon intervention. La centralité du colonial dans les discours intellectuels, y compris de nous de l'école de Dakar, je pense que ça a été une grosse dérive. Je me souviens encore du débat assez houleux qu'il y avait eu entre Maodo Fall et Feu Ibader, quand il disait que la colonisation est une parenthèse. Et c'est effectivement une parenthèse, même si elle a eu des effets désastreux. C'est une parenthèse quand même. Et on doit pouvoir écrire et lire l'histoire de l'Afrique sans passer par cette interface-là. Je ne sais pas si vous avez pu visiter le musée des civilisations noires. Dans tout le discours, on ne dit pas une seule fois colonisation. On parle des séquences de l'histoire africaine. Et il n'y a aucune centralité pour la colonisation, ni pour la décolonialité. Parce que tout ça renvoie au même paradigme et on doit être aujourd'hui en mesure de le dépasser. Et je pense qu'on a les instruments théoriques et méthodologiques pour dépasser cela. Et je crois que c'est revenu dans 3 ou 4 interventions. Ça donc je le prends tout à fait à mon compte. Il y a maintenant des questions peut-être qui sont un peu plus directes. Bon, les mariés pétrifiés, je ne reviens pas là-dessus. Les polissoirs, les pas de géants, là aussi c'est un peu réglé. C'est-à-dire effectivement dans ces zones des mégalithes, on utilisait du fer pour travailler la latérite, donc ils polissaient et on a parfois confondu ces polissoirs à des pas de géants. Ou alors les molettes que les gens utilisaient pour moudre le grain, on les a aussi confondus avec des géants. Bon, mais ça c'est
Je pense que le parallèle entre ce qu'on a pu trouver à Rao, qui a été décrit par Bekri, et les mégalithes, je crois que c'est des systèmes politiques complexes qui existaient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire ça quand on n'est pas centralisé. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il y a eu des élites qui ont vraiment existé, qui ont légué à la postérité ces monuments. Comment elles ont disparu, ça nous pose toujours un problème, mais bon, je pense qu'on va arriver un jour ou l'autre à le dépasser. Mais il y a une question qui me taraude toujours, et elle est consécutive à ce que presque tout le monde a dit. Je crois que vraiment, il faut sortir de Berlin. Berlin. Il faut déberliniser. Berlin Est et Berlin Ouest. Absolument. Quand je parle de Berlin, je parle de 1884 et 1885. Ouais. Quand on a mis la carte de l'Afrique, on a coupé en petits morceaux, on a créé des territoires et des États, et c'est extrêmement dangereux et pernicieux. C'est pourquoi d'ailleurs moi je suis un des spécialistes du patrimoine entre guillemets qui ne se bat pas pour la restitution. Parce qu'on a pris des objets à des communautés et on va les rendre à Berlin. C'est-à-dire on va rendre le sable de El Omar au Sénégal, alors que El Omar là, il n'a jamais été sénégalais. Il est aussi bien malien, guinéen, gambien, etc. Ce sable-là, il a été capturé là-bas, à Ségou. Donc, se battre pour ces questions-là, c'est se battre encore pour Berlin et c'est rester dans le rétroviseur. Or, c'est devant. On doit regarder devant. Aujourd'hui, l'Afrique, bon, c'est quoi? C'est plus 50% de la population jeune du monde. Et ça ne va faire qu'avancer. Pourquoi nos jeunes-là, on va les mettre dans le rétroviseur? Bien sûr, ils doivent connaître leur histoire comme recours, mais ils doivent surtout être armés pour affronter le monde. Ils doivent conquérir le monde. Et ça, c'est inévitable. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas perdre son temps dans des petits machins de restitution et autres là. C'est important. On le fera quand ce sera nécessaire. On connaît le voleur. On connaît le receleur. On connaît la planque. Donc, si on veut le récupérer, on va le récupérer. Mais ce n'est pas un combat essentiel. Le combat essentiel, pour moi, aujourd'hui, c'est de comprendre la jeunesse, c'est de comprendre les cultures urbaines, c'est de faire de telle sorte que l'Afrique donne son sens à ce monde-là. Tous les autres combats, c'est des combats qui vont nous amener à la guerre. Maintenant, on doit connaître notre histoire, on doit tout faire pour nous approprier cette histoire-là. Maintenant, il y a des questions techniques qui sont posées par les étudiants sur, par exemple, la similarité des mégalithes. Bon, je ne pense pas qu'il y ait eu une culture mégalithique mondiale. Je pense qu'en fonction des terroirs, comme Maudou l'a dit tout à l'heure, les communautés ont bâti des civilisations. Et qu'il peut y avoir des rencontres de civilisations. Par exemple, si je prends une question que je connais bien, l'invention, par exemple, de la fonte. Les Chinois ont inventé la fonte presque 1000 ans avant les Européens. Mais c'était une fonte qui est totalement royale. Le roi avait besoin de faire un pont, on fabriquait la fonte et puis c'est terminé. Les Européens, quand ils ont appris à faire la réduction indirecte, le capitalisme était déjà né et c'est devenu une activité industrielle qui a déboulonné finalement la féodalité. Bon, Khadi Ndoye, oui, bon, d'accord. Les équipes sont étrangères. Elles ne sont pas exclusivement étrangères. Vous savez, de notre temps, là, nous, quand on était étudiants, c'était vraiment des équipes étrangères. Il n'y avait que Ibn Diagne et Adama qui se battaient contre tous les moyens de l'Occident. Les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que c'est des Européens qui travaillent avec nous, mais les moyens, on les cherche ensemble et ce n'est pas eux qui décident
de ce qu'on doit faire. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que si vous avez travaillé dans ces équipes, moi, ça fait longtemps que je ne fais plus ça, hein, mais vous avez bien compris qu'aujourd'hui, la nomenclature archéologique au Sénégal, elle est sénégalaise. Et moi, je suis très très fier d'avoir contribué à former de nombreux archéologues et la plupart sont aujourd'hui des professeurs à l'université. Et je pense que vous allez pouvoir suivre leur pas et la globalisation aidant, vous allez pouvoir vous insérer dans des équipes. C'est-à-dire que les équipes nationales, je n'y crois pas. Tout comme je ne crois pas au Sénégal. Je pense que les équipes vont être de plus en plus internationales. Ce qui a été fait, par exemple, sur la Falémé, avec une équipe où il y avait 16 nationalités. Il y avait bien sûr des Suisses, il y avait des Français, mais il y avait des Maliens, il y avait des Mauritaniens, etc., etc., etc. Et je pense que les équipes qui ont travaillé aussi sur les mégalithes étaient des équipes assez diversifiées, sauf peut-être à Singayen, où quand même on avait une très très grosse colonie américaine, mais dirigée par 2 Africains, Augustin Olémon. Mais c'est des problèmes qu'il faut poser, c'est des ressources. Augustin qui est aujourd'hui en Chine. En Chine, qui est devenu chinois. Ouais. Absolument. Oui. Bon, mais ça va arriver. Je pense que les équipes vont se construire comme ça. Et vous, votre génération, je pense que vous allez être une génération pas sénégalaise, mais mondiale, internationale. Vous allez avoir des collègues de tous les pays et ensemble, vous allez construire des projets qui vont dépasser nos petits États. Moi, c'est à cela que je crois fondamentalement. Je vois un peu, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et moi, je voudrais peut-être résumer en caricaturant qu'on nous a imposé le formel et l'informel. C'est-à-dire que tout ce que le colon a apporté là, il a dit c'est ça qui est formel. Ouais. C'est ça qui est l'école formelle. C'est ça qui est l'habitat formel. Tout le reste là, nous on faisait, on a dit que c'est informel. Même l'éducation que les boubes font là, on dit que c'est l'éducation informelle. Et je pense que là, il y a encore du travail à faire. Bon, Diouf, je ne sais pas. Chez les serres là, moi je ne suis pas très sûr hein, que j'espère qu'il a en ligne encore. Je veux le provoquer. Je ne sais pas s'il a en ligne. Oui, il doit être en ligne. Je dirais que ta femme est serrée. Voilà, il hésite avant de parler. Mais quand même, je voulais le rassurer sur une chose. On a eu une équipe de la NASA qui est venue travailler avec Kairé et on les a amenés sur le site de Singayen et sur le site de Wanar. Bon, vous savez que ces gens, ils ont des machines à remonter le temps. Et ce qu'ils ont trouvé dans l'orientation des pierres frontales, c'est exactement ce que nous, on pensait, mais on n'avait pas les moyens de le démontrer. Donc, la totalité de ces sites sont normés en fonction des équinoxes et des... Comment ça s'appelle? Voilà. Oui, absolument, solstice, équinoxe. C'est orienté et tu peux savoir à la limite à quelle période chaque pierre a été posée. C'est clairement des sites qui sont liés à des cultes solaires, pour ce qui concerne l'Indien. Et on a même trouvé des disques solaires sur le cercle double de Singayen. Donc ça, je pense que j'ai aussi eu à constater, j'ai été une fois dans un cimetière serré pour prier sur la tombe de ma belle-mère. Et ce que j'ai trouvé, c'était un cimetière mixte. Il y avait des musulmans, mais les tombeaux les plus anciens, il y avait toujours une pierre frontale. Tout cela est assez troublant, ou en tout cas ça montre des choses. Voilà, maintenant pour Aïssatou Seck, je pense, en fait, ce que je vous ai montré, ce ne sont pas des fosses communes. Ce que je vous ai montré, c'est des inhumations secondaires. C'est-à-dire que les personnes ont été enterrées quelque part.
Et pendant des cycles d'ancestralisation, on ramène quelques éléments des corps des personnes qui avaient été enterrées ailleurs pour faire des cérémonies rituelles. Pour l'essentiel, c'est ça que j'ai montré. Par contre, je connais un cas à Falia où 3 personnes ont été enterrées simultanément. Et ce qu'on a constaté qui était très curieux, c'est qu'on leur avait mis de la chaux vive. Donc ils ont fabriqué de la chaux probablement pour protéger. Les personnes ne sont peut-être pas mortes le même jour, mais une personne meurt, on lui met la chaux dessus. Une autre arrive, on lui met la chaux, et 3 cas successifs, on les a trouvés comme ça à Falia, et ça date du XIIe siècle, donc bien avant l'arrivée des colons. Si je retrouve la documentation, vous pouvez la mettre à votre disposition. Mademba, moi je pense qu'on a répondu, hein. Personne ne parle plus de colonialité ici. Bon, et pour Rokhaya, bon voilà, je pense que c'est l'esprit et la mémoire de l'histoire générale, donc c'est toujours très pertinent ce que tu dis, et moi je note. Voilà. Excuse-moi, vous disiez qu'il y a une pierre ou en tout cas quelque chose comme ça qui a été prêtée par Senghor, Oui. prêtée par Wade à Chirac. Est-ce qu'ils l'ont rendue? Non, non, elle est encore là-bas. Elle est où? Elle est au Kébrali. Au Kébrali, Abedi a raison, mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup d'objets, mais comme il a dit, c'est un dossier. Il y a des objets que le Sénégal a et qu'on doit rendre aussi à d'autres. Il n'a pas voulu développer, mais tout ce qu'on a ici, là, au Sénégal, ça ne nous appartient pas. Bon, mais je pense que là, c'est la diplomatie, c'est la politique, c'est la coopération. Mais c'est des dossiers qui sont en train d'avancer. Voilà, vous savez, par exemple, à l'IFAN, on a... prenez l'IFAN, par exemple. L'IFAN, c'était un centre de tri colonial. Hein. Ouais. Et dans les collections de l'IFAN, vous avez moins de 5% de Sénégalais. Ça vient de toute l'Afrique. Mais je pense que même au niveau de l'Afrique maintenant, le débat avance. Les gens se rendent bien compte qu'il ne sert à rien de disperser toutes ces collections-là en de multiples endroits. Parce que, par exemple, l'avantage de l'IFAN, ou même des archives nationales du Sénégal, c'est que tu trouves en un endroit des éléments qui peuvent concerner toute la région. Et ça, c'est un avantage. Et je pense que le plaidoyer que nous devrions mener au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine en général, c'est que les collections continuent, constituées, qu'on les considère comme des collections africaines. On peut même enlever la souveraineté sénégalaise. On peut faire gérer les archives par un Malien, un Gambien. Malien, Gambien, bon, c'est encore mal parlé, par quelqu'un qui ne soit pas du Sénégal. C'est ça. On peut avoir des conseils d'administration pour gérer ces biens communs. Et ça coûte très cher de gérer des archives et des collections. Et je pense que si on en faisait très clairement des propriétés africaines, on pourrait trouver dans nos systèmes de gouvernance les moyens et les ressources de mieux les gérer et de mieux les partager. Merci, Abdi. Bon, c'est un débat qui est ouvert et je crois que pour rappeler les positions du président Abdoulaye Wade, je sais qu'à Durban, il y a eu le même débat sur les réparations, le problème sur les restitutions. Il y a différents points de vue. Il faudra effectivement, comme dit Abdou, que l'Union africaine soit très forte pour que l'Afrique puisse avoir un point de vue solidaire et travailler ensemble. Parce que restitution, réparation, l'argument que le président Ouad disait, c'est que si on donne à un État, l'État incapable de gérer ça, cet argument. Et la plupart des musées européens, des fois, si on ramenait l'ensemble des objets, c'est un argument fallacieux quand même. Voilà, donc je pense que c'est des débats, comme on dit, il faut que l'Afrique soit unie et un point de vue cohérent en tenant compte de la complicité. Parce que même ici à Dakar, on a tellement d'objets qui ne sont pas
des objets du Sénégal. Et que les Ivoiriens, les Maliens, les Daoméens pourraient demander. Est-ce qu'on est prêt? Et demande, voilà. Il dit et qu'il demande. Donc on va gérer ces questions. Ce que je retiens du débat d'aujourd'hui, ça a été riche. La commission qui s'est occupée du Sénégal, très ancien. L'histoire générale a mieux expliqué son projet, ses avancées, ses rectifications et surtout la méthode. Il faut continuer avec cette méthode de solidarité dans le groupe. Solidarité dans le groupe, ce n'est pas un travail individuel, l'histoire générale. Les faits, partir des faits, être prudent dans les hypothèses. Ce que ce groupe a montré, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, mais au moins que ce soit scientifiquement fondé. Ils nous ont parlé d'état des travaux, des projets en perspective. Bon, l'archéologie doit être soutenue. Aujourd'hui, ça a été un grand plaidoyer pour les archéologues. Il faudrait, Modou, qu'il y ait plus d'argent pour les étudiants, parce que quand même, c'est plus difficile, plus dur. Autre leçon, c'est la place des populations, des terroirs. Histoire générale, et le professeur Ibader l'avait bien dit au départ, et Mouloufa l'a répété, ce n'est pas seulement l'affaire des historiens professionnels. Mais il faut travailler en synergie. Histoire du Sénégal, ça ne signifie pas qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire de l'Afrique, ni à l'histoire du monde. Parce que vous avez entendu aujourd'hui, parler des pierres levées là, c'est parler de l'histoire de l'Afrique, c'est parler aussi de l'histoire du monde. Les êtres humains sont nés en Afrique, mais ils sont partis